Il y a 3 théorèmes dévastateurs des mathématiques de la démocratie. Ces 3 théorèmes semblent démontrer qu'il y a quelque chose de fondamentalement erroné dans le concept même de démocratie. Le premier théorème est le théorème d'Arrow. Ce théorème affirme que la seule manière de combiner des préférences individuelles en une préférence de groupe, en satisfaisant les principes d'unanimité et d'indépendance vis-à-vis des alternatives non pertinentes, est la dictature. Le second théorème est le théorème de Gibbard-Satterthwaite. Il affirme que le seul scrutin unanime et sans dilemme du vote utile est la dictature. Le troisième théorème est un autre théorème de Gibbard. Il affirme que si l'on autorise les scrutins aléatoires, alors le seul scrutin unanime, anonyme et sans dilemme du vote utile est la dictature aléatoire. Et avant que vous ne trouviez ça scandaleux, sachez qu'il s'agit bien de théorèmes mathématiques et qu'aucune position idéologique ne peut remettre en cause la validité de ces théorèmes. En particulier, un corollaire de ces 3 théorèmes est que nos systèmes démocratiques ne sont pas tout à fait démocratiques au sens littéral du terme. Comme on l'a vu dans l'épisode précédent, nos systèmes politiques poussent les électeurs à voter utile et les candidats à ne pas toujours se présenter. Voilà qui a conduit les politiques à s'organiser sous forme de partis avec des primaires et les électeurs à se polariser selon une poignée de courants de pensée antagonistes. Eh bien, ce que disent les 3 théorèmes antidémocratiques, c'est que tout scrutin démocratique aura forcément ce genre de défaillance. Aucun système démocratique n'est parfait. Ceci étant dit, on verra dans les 2 prochains épisodes des scrutins dont on peut dire qu'ils ont moins de faiblesses que les scrutins utilisés aujourd'hui. Alors petite note, je suis sûr qu'il y en a pas mal parmi vous qui veulent que je parle du vote à la proportionnelle. Il faut bien voir que la proportionnelle, c'est une façon de procrastiner le moment de l'élection du représentant de tout un pays et de le déléguer à des politiciens. Ces politiciens vont ensuite devoir établir des coalitions, faire des magouilles, accepter des concessions pour pouvoir déterminer une ligne politique directrice pour le pays. Et tout ça, ça fait pas super démocratique, en tout cas pas au sens littéral du mot démocratie. Je ne dis pas que la proportionnelle c'est mal, ça a au moins l'avantage de ne pas trop polariser le peuple, les électeurs, mais ce que je dis c'est que ça ne résout pas vraiment le problème de l'élection d'un président ou d'un premier ministre qui représente un pays par le peuple, et plus généralement ça ne résout pas le problème du choix d'une alternative par un électorat. Mais bref, assez divagué, revenons-en aux 3 théorèmes antidémocratiques. Commençons par le théorème d'Arrow qui permettra à Kenneth Arrow de gagner le prix Nobel d'économie en 1972. Ce théorème affirme qu'il est impossible de bien définir les préférences d'un groupe. Il s'agit sans doute du moins important des 3 théorèmes, surtout pour la démocratie, où on n'a pas besoin de décrire les préférences du peuple vis-à-vis de tous les candidats à la présidentielle. A priori, on se moque pas mal de savoir si le peuple préfère le nouveau parti anticapitaliste à la lutte ouvrière. Pour l'élection présidentielle, oui, on s'en fout. Mais ce n'est pas le cas pour d'autres votes, par exemple pour l'élection du Ballon d'Or, de la personnalité préférée des Français, ou encore de qui recevra des financements pour la recherche. Dans ces contextes, il est important d'agréger les préférences des électeurs en une préférence de groupe, car pour les candidats, être le 21e préféré par le groupe peut avoir des conséquences bien différentes par rapport à être le 246e préféré. On pourrait alors exiger que cette agrégation se fasse de manière juste. Par exemple, on aimerait que si tout le monde préfère Griezmann à Ribéry, alors le classement de Griezmann devrait être meilleur que celui de Ribéry. C'est ce que l'on appelle le critère d'unanimité. On pourra aussi vouloir que le classement relatif entre Griezmann et Ribéry ne dépende pas de la présence ou de l'absence de Benzema dans la liste des candidats au Ballon d'Or. C'est ce que l'on appelle l'indépendance aux alternatives non pertinentes, et on a vu dans l'épisode précédent que l'absence de cette indépendance pouvait causer l'émergence d'un bipolarisme exacerbé. Eh bien, le théorème d'Arrow affirme malheureusement que l'unanimité et l'indépendance aux alternatives non pertinentes, ces 2 propriétés pourtant très désirables, sont en fait incompatibles, à moins de considérer que les préférences du groupe seront les préférences d'un individu du groupe. Et pour ceux qui meurent d'envie de savoir pourquoi c'est le cas, eh bien je vais en parler dans l'épisode hardcore de ce jeudi. En général donc, les préférences annoncées d'un groupe ne peuvent pas bien résumer les préférences des individus du groupe. En particulier, ça veut dire que le concept d'intérêt national ou de ce qui est bien pour un pays n'a en général aucun sens. À moins que les individus soient tous identiques, un groupe n'a pas de préférence. Ce sont les individus du groupe qui ont des préférences. Et il ne s'agit pas là d'une réflexion sur la nature humaine ou que sais-je, c'est un théorème mathématique. Alors, il y aurait quand même pas mal de bémols à mettre à cette interprétation du théorème d'Arrow, et on y reviendra dans le prochain épisode. Mais bref, avançons. Passons au théorème de Gibbard-Satterthwaite.
Pour moi, ce théorème est un vrai problème pour la démocratie. Il dit qu'il faut choisir entre ne pas demander l'avis du peuple, ne proposer au peuple que des référendums et imposer à chaque électeur un dilemme de vote utile. Et pour moi, ça fait mal parce que le dilemme du vote utile, c'est un sacré problème. On l'a vu dans l'épisode précédent, il encourage les politiciens à s'organiser sous forme de partis politiques et à placer les électeurs dans des cases prédéfinies, ce qui renforce l'effet de polarisation idéologique. Pire encore, si le peuple a voté de façon utile et non pas selon ses vraies préférences, l'élection du président restera-t-elle légitime? Comme aiment l'affirmer les candidats élus dès l'annonce des résultats, le peuple a parlé. Mais s'il l'a voté de façon utile, c'est qu'il n'a pas dit ce qu'il pensait. Le peuple a parlé, mais il a menti. C'est aussi ainsi que nombre de débats politiques se posent la question « quel est le moins pire des candidats ?» Trop souvent, les électeurs en viennent à voter contre un candidat plutôt qu'à exprimer leurs vraies préférences pour leur candidat préféré. C'est ainsi qu'une grosse partie du débat politique d'aujourd'hui consiste à dénigrer les faiblesses des camps adverses, voire à encourager les votes protestataires, plutôt qu'à promouvoir les idées de son propre camp. Enfin, laisser la porte ouverte au dilemme du vote utile, c'est limiter l'expression de l'électorat et dévier une bonne partie du débat politique vers les stratégies de vote plutôt que vers les vraies questions de vision politique. Malheureusement, le théorème de Gibbard-Satterthwaite affirme qu'une démocratie incite inéluctablement les électeurs à voter utile. Autrement dit, aucun système démocratique ne pourra garantir qu'un président aura été élu conformément aux vraies préférences du peuple. Là encore, il ne s'agit pas d'une question d'idéologie ou de dystopie, c'est un théorème mathématique. À moins que le système démocratique en question soit aléatoire. À ce moment-là, le théorème de Gibbard affirme l'existence d'un unique scrutin sans dilemme du vote utile et qui soit aussi unanime et anonyme. Unanime, ça veut dire que si tout le monde veut élire X, alors X sera élu. Et anonyme, ça veut dire que tous les électeurs ont le même droit de vote, vous savez, pas comme en dictature. Le scrutin de Gibbard en question est la dictature aléatoire, aussi connue sous le nom de l'autocratie. Oui, cratie pour pouvoir et l'auto, pas comme le loto. Oui, parce que c'est un peu ça, la dictature aléatoire de Gibbard. Chacun met un bulletin de vote dans l'urne avec le nom du candidat qu'il préfère. Ensuite, on a une urne avec plein de bulletins de vote. On tire au hasard un bulletin de vote de l'urne et le nom du candidat qui est sur ce bulletin de vote sera président. Et ouais, rien que ça. Il s'agit bien d'une dictature aléatoire puisque, en un certain sens, l'issue du vote est dictée par l'électeur dont le bulletin a été tiré au hasard. Cet électeur est donc un dictateur, mais s'il a gagné son pouvoir de dictateur, c'est en vertu d'un tirage au sort, d'où la terminologie l'autocratie, le pouvoir au loto. Alors ça peut sembler un peu extrême tout ça. S'il est vrai que le scrutin de Gibbard empêche tout dilemme du vote utile, on se retrouve quand même avec une probabilité strictement positive d'élire un candidat qui sera extrême dans le sens où il sera détesté par 80% du peuple ou quelque chose comme ça. Et c'est pour ça que je ne suis pas sûr que l'autocratie soit souhaitable. Mais je vais quand même me faire l'avocat du diable. La démocratie athénienne reposait sur une certaine forme de l'autocratie puisque certains postes à responsabilité étaient tirés au sort dans la population. Le raisonnement derrière cette logique reposait sur l'idée selon laquelle le pouvoir corrompt. Or, choisir l'autocratie, c'est anéantir toute ambition de quête de pouvoir ou de carrière politique. Une autre explication avancée pour défendre l'autocratie est la responsabilisation des électeurs. Certains économistes et philosophes se plaignent ainsi du fait que les électeurs ne subissent que rarement les conséquences de leur vote. Il n'y a pas vraiment de coup direct à mal voter, car la responsabilité du vote est diffuse. Cette diffusion de la responsabilité est d'ailleurs un phénomène bien connu des psychologues et elle explique pourquoi vous pouvez agoniser dans une rue avec beaucoup de passages sans recevoir aucune aide. L'autocratie a donc quand même pas mal de bonnes propriétés puisqu'elle permet de lutter contre les notions de vote utile, de dépendance aux alternatives non pertinentes, de quête de pouvoir et de diffusion de la responsabilité. Et pour ce faire, il faut bien voir que l'autocratie est équivalente à d'abord tirer au hasard le dictateur parmi tous les électeurs, puis à suivre les ordres de ce dictateur aléatoire. Et ce faisant, on peut court-circuiter l'étape où les autres électeurs vont voter, ce qui permet aux autres électeurs de ne pas avoir à voter pour rien. Mais surtout maintenant, le dictateur aléatoire va devoir prendre des décisions après avoir été tiré au hasard, ce qui signifie que tout le monde saura que la décision vient de lui, et on peut du coup s'attendre à ce que cela responsabilisera le dictateur aléatoire.
Tel est d'ailleurs l'un des grands principes sous-jacents au système des jurés dans le domaine du droit. Ces jurés sont des dictateurs aléatoires qui sont en charge de la décision quant à la culpabilité d'un suspect. Et oui, on utilise encore, ou déjà, une certaine forme de l'autocratie pour juger les criminels de nos sociétés. Alors, c'est pas tout à fait le cas, puisque dans le cas des jurés, il y a en fait plusieurs dictateurs aléatoires, et il va falloir prendre une décision collective issue des préférences individuelles de chacun de ces dictateurs aléatoires. Donc on a encore un problème de vote, et d'après les théorèmes de Gibbard-Satterthwaite, il n'y aura pas moyen de prendre une décision collective sans s'exposer au dilemme du vote utile. Aller au bout de la logique du scrutin de Gibbard nécessiterait de tirer au hasard un unique juré pour le jugement de chaque criminel et à faire de la décision du juré la décision finale quant à la culpabilité du suspect. Là, ça paraît tout de suite un peu plus problématique. Et vous, qu'en pensez-vous? Faut-il utiliser la dictature aléatoire pour responsabiliser les électeurs de nos démocraties et anéantir toute notion de quête de pouvoir? Et sera-t-il acceptable de prendre des décisions vachement aléatoires dans nos démocraties? Je vous invite à mettre ce que vous pensez dans les commentaires. La dernière fois, j'ai essayé de vous convaincre que les scrutins que l'on utilise aujourd'hui favorisent le bipartisme et la polarisation des idées. Il y en a pas mal parmi vous dans les commentaires qui m'ont fait remarquer que c'était pas les seules explications, et en effet, il n'y a pas que ça comme explication. Et on va aborder d'autres explications, notamment dans cette série sur Sense for All. Je pense que notamment la conjoncture économique actuelle, mais aussi des nouvelles façons de communiquer via notamment Internet, favorisent la montée des extrêmes eux aussi. Nevergreen Apathy nous signale aussi les effets des médias. Et en effet, les médias ont un rôle très important à jouer dans la polarisation des idées, surtout aux États-Unis où les médias sont très polarisés. Ceci étant dit, je pense qu'on a vraiment souvent tendance à accuser les médias ou les politiciens de trop polariser le débat. Mais le théoricien des jeux en moi essaie d'expliquer cela comme étant des conséquences du système. Donc c'est pas tellement la faute des médias, c'est parce qu'on a mis les médias dans une situation où pour survivre à la conjoncture économique actuelle, il leur faut absolument vendre ce qui s'achète. Et ce qui s'achète aujourd'hui, ce sont des idées très polarisées. Et du coup, pour le théoricien des jeux que je suis, la question intéressante, c'est pourquoi est-ce que les gens veulent des médias polarisés? Vous avez été très nombreux, je laisse défiler les commentaires ci-dessous, à parler du système de vote à N tours. Puisque 2 tours, ça a l'air mieux que 1 tour, pourquoi pas faire 3 tours, et puis du coup 4 tours. Et puis s'il y a N candidats, pourquoi ne pas faire N tours, où à chaque tour, on éliminerait le candidat avec le moins de voix. Eh bien, ce système de vote, on peut très bien l'implémenter, et en fait, on n'est pas obligé de voter à chaque fois, on peut juste voter un classement des candidats. Donc, au lieu de dire je vote pour un tel, vous mettez un classement à côté de chaque candidat, son préféré, ensuite le 2, le 3, etc. Et à partir de ces classements, il est tout à fait possible de simuler ce qui se passerait dans un vote à N tours, et puis juste sortir le résultat ensuite. Ce système à N tours, c'est ce qu'on appelle le scrutin alternatif, ou le vote alternatif, et ce scrutin alternatif est utilisé depuis peu en Irlande, donc je ne sais pas si c'est grâce à la superbe vidéo de CGP Grey. Il y a aussi Science Étonnante qui en a parlé de ce vote alternatif dans sa vidéo sur les systèmes de vote. Alors ce scrutin alternatif, il est, je pense, beaucoup mieux que les scrutins à 1 ou 2 tours, notamment pour éviter l'indépendance aux alternatives non pertinentes et le dilemme du vote utile, mais il ne satisfait pas ses propriétés, c'est-à-dire qu'il y a encore des cas, si on réfléchit suffisamment, où on a intérêt à voter utile et où les candidats peuvent avoir intérêt à ne pas se présenter, puisque sinon ils favorisent un candidat avec lequel ils ne sont pas d'accord. Bref, le scrutin alternatif, je trouve que c'est une bonne solution d'ingénieur, mais c'est pas une solution de chercheur, de scientifique. Et en tout cas, en termes d'indépendance aux alternatives non pertinentes, de dilemme du vote utile, mais aussi en termes de légitimité de la personne élue, je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux, et on verra ça dans un prochain épisode. Vous avez été nombreux à signaler un phénomène qui devrait avantager les candidats au centre plutôt que ceux sur les extrêmes, à savoir le fait que si les candidats sont sur une ligne gauche-droite, alors le candidat qui est au centre, si on l'oppose à quelqu'un qui est légèrement à sa droite, eh ben il aura plus de 50% de la ligne électorale, alors que s'il est face à un candidat qui est légèrement à gauche, il aura également plus de 50% de la ligne électorale. Et en fait, il y a des théorèmes mathématiques derrière tout ça dont on parlera dans cette série sur Sense for All. Et du coup, a priori, il y aurait un incitatif pour les hommes politiques à se rapprocher du centre. Et ça, c'est clairement quelque chose qui a, pendant très longtemps, favorisé les candidats plus au centre et découragé les extrêmes. Et si on considère que les extrêmes, ce sont des alternatives qui sont détestées par une très grande majorité du peuple,
ça a tendance à être pas si mal de favoriser le centre plutôt que les extrêmes. Alors je pense qu'il y a une raison pour laquelle cette explication marche moins aujourd'hui qu'elle n'a pu marcher dans le passé, et c'est le problème de l'abstention. Puisqu'aujourd'hui, il ne suffit pas d'être plus à gauche ou plus à droite que quelqu'un d'autre, il faut aussi fédérer suffisamment les gens pour qu'ils aillent au vote, ou donner en tout cas l'impression que s'ils ne votent pas, ils risquent quelque chose de bien pire que s'ils arrivaient à faire élire le candidat qu'ils détestent moins. Et ça a été particulièrement le cas lors de la dernière élection présidentielle aux États-Unis, puisque le taux d'abstention a été de 45%. Et il semblerait que les candidats qui sont le moins allés aux urnes, ceux qui sont les candidats au centre, ceux qui sont le plus indifférents. Et du coup, pour les candidats à l'élection présidentielle, pour gagner l'élection présidentielle, pour avoir le plus de votes, il peut être à ce moment-là plus intéressant d'aller chercher les gens sur les extrêmes et aller les pousser à aller voter, que essayer de grappiller des gens au centre qui finalement vont peu voter. Plus généralement, dans un contexte où l'abstention est très élevée a priori, pour chaque candidat, pour convaincre une personne d'aller voter pour ce candidat, il vaut mieux, il me semble, de pousser vers les extrêmes, de donner des raisons assez extrêmes, d'exagérer notamment le camp opposé, pour dire « Oh là là, ça va être très très grave si vous n'allez pas voter ». Et c'est pour ça qu'il me semble que les partis trop centristes ne sont en fait pas si à leur avantage que cela, parce qu'ils n'arrivent pas à amener leurs électeurs à voter. Et comme le souligne Damien Ambers, c'est peut-être parce que Clinton et Jospin n'étaient pas suffisamment extrêmes qu'ils n'ont pas réussi à convaincre les électeurs d'aller voter et qui se sont fait éliminer. Une autre question récurrente très intéressante que vous avez laissée dans mes commentaires, c'est le fait que si ces scrutins poussent à la bipolarisation, on devrait l'avoir déjà observé, puisque ça fait quand même des siècles que c'est appliqué, en tout cas aux États-Unis. Eh bien oui, aux États-Unis, ça a clashé déjà dans le passé, c'était la guerre de sécession, dont parle JB Cut dans les commentaires, et guerre de sécession qui peut être vue comme la conséquence de l'élection au pouvoir d'Abraham Lincoln, qui était un candidat extrême dans le sens où il était détesté par une grosse partie, par même la majorité des États-Unis. Alors après, au XXe siècle, je pense que les États-Unis étaient peut-être moins divisés, encore que pendant les histoires de récession économique et tout ça. Mais on peut là encore avancer une autre explication, le fait que les États-Unis étaient constamment en guerre pendant le XXe siècle quasiment, et que du coup il y avait toujours un ennemi quelque part contre lequel on pouvait fédérer les Américains contre cet ennemi. Et d'ailleurs, dans l'histoire récente des États-Unis, l'un des moments où les États-Unis étaient le moins divisés, c'est juste après les attentats du 11 septembre. Enfin, il y en a pas mal parmi vous qui ont suggéré que je parle du système de votation, notamment en Suisse, où je vis. En bref, ce qu'il faut savoir sur le système de vote en Suisse, c'est que tous les 3 mois, 4 fois par an, les Suisses peuvent proposer des nouvelles lois à passer. S'ils arrivent à collecter suffisamment de signatures à travers une pétition, alors ils peuvent proposer une nouvelle loi, et puis la loi est votée par le peuple suisse, où généralement c'est pas par toute la Suisse, ça marche pas mal par comté. Et du coup, les citoyens ont beaucoup plus leur mot à dire sur le vrai travail politique, qui n'est pas d'élire des représentants. Le vrai travail politique, c'est quand même plutôt d'écrire des lois, de développer certaines stratégies à l'échelle du pays. Et c'est ce que font beaucoup plus les Suisses que la plupart des autres pays au monde, où on se contente d'élire des politiciens dont c'est le job d'écrire des lois. C'est ce que l'on appelle la démocratie directe, et ça a le gros avantage de ne pas polariser le peuple selon quelques gros partis dominants. En particulier, le peuple ne vote plus pour un package deal, une espèce d'ensemble de propositions. Le peuple peut avoir une pensée beaucoup moins polarisée et beaucoup plus fine, avec des opinions distinctes sur diverses questions de société. Donc ça, très clairement, c'est très bien, et puis ça a l'air de bien marcher en Suisse. Faut quand même noter quelques limites à ce système, notamment d'un point de vue prise de décision. Là, il s'agit de segmenter les prises de décision, donc d'essayer de voir la politique comme étant des petits morceaux qui sont suffisamment distincts pour que chaque question puisse être traitée de façon isolée. Ça, c'est pas toujours le cas, si par exemple on veut voter les budgets pour différentes choses. Là, on a une question qui mêle beaucoup d'autres questions et qui est moins sécable, donc qui se prête moins au système de votation qui est utilisé en Suisse. Bref, je trouve que le système en Suisse est très très bien et excellent, il marche très très bien, mais il permet essentiellement d'adresser des questions qui sont très sécables et auxquelles la réponse est un espèce de référendum, oui ou non. En particulier si on a plusieurs alternatives pour lesquelles choisir. Par exemple, s'il faut choisir un pays qui va être la source de telle matière première,
parmi 3 pays, là il faut faire un vote entre 3 pays et là on peut plus faire un référendum. Et c'est là qu'il faut des systèmes de vote plus sophistiqués que le référendum. Et c'est là que l'on tombe sur les problèmes des systèmes de vote et les théorèmes antidémocratiques que l'on a vus aujourd'hui. Donc il y a pas mal de petits détails techniques qui montrent quelques limitations quand même du système suisse, même si encore une fois globalement il marche vachement bien, en tout cas il a l'air de marcher vachement bien. Un autre truc qui est assez perturbant lorsqu'on est étranger en Suisse, c'est de voir à quel point les politiciens sont peu connus, ils ont pas l'impression qu'ils ont tant de pouvoir que ça, ils ont pas une aura comme l'aura qu'auraient les hommes politiques aux États-Unis. Aux États-Unis, par exemple, c'est genre n'importe quel nombre de grands politiciens, là, c'est genre voilà, ça polarise quoi. Vous entendez Obama ou Trump là, tout de suite elles sont polarisés. En Suisse, vous dites le nom d'un des grands politiciens suisses et puis la plupart des gens, ceux qui sont pas mal engagés les connaissent, mais pas tant que ça, et puis ça polarise beaucoup moins. En Suisse, il semblerait que être homme politique, ce soit pas la grande gloire comme ça l'est ailleurs. Et du coup, il semble qu'il y a peut-être moins de quête de pouvoir en Suisse qu'ailleurs. Alors il y a plusieurs explications qu'on peut avancer à cela. Déjà, les hommes politiques en Suisse ont effectivement moins de pouvoir qu'ailleurs, puisqu'il y a ces systèmes de votation directs qui permettent au peuple de changer des lois directement, mais aussi le fait qu'il n'y a pas de représentants pour 5 ans en Suisse, mais il y a un comité de 7 politiciens et qui ça tourne, tous les ans ça change. Il y a beaucoup moins de présidents qui servent de symbole pour représenter les Suisses ou une partie des Suisses. Et ça c'est intéressant. Hey, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. La prochaine fois, on va parler de scrutin qui consiste à noter nos candidats aux élections présidentielles et autres. Et en particulier, on parlera du jugement majoritaire qui est, je pense, celui qui est le plus prometteur pour les démocraties dans le futur. Et je dis ça même si ce n'est pas mon scrutin préféré et ce n'est, à mon sens, pas celui qu'utilisent des aliens très intelligents. Comme annoncé dans la vidéo aussi, il y aura un épisode de jeudi, un épisode hardcore où on verra les preuves des théorèmes que l'on a vus aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le liker, à le commenter, à le partager, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci aux tipeurs pour leur don et j'espère que je vous verrai la prochaine fois. Dans la première situation, François est élu, mais s'il récupère plus d'électeurs, il peut se retrouver perdant. C'est ce qu'on appelle parfois le paradoxe d'Arrow. Que ce soit dans un scrutin classique à 2 tours ou dans le vote alternatif, en progressant dans l'opinion, on peut se retrouver à descendre dans le classement. C'est quand même absurde. Outre le fait que c'est totalement incohérent comme situation, ça ouvre la porte à ce qu'on appelle du vote stratégique. While he's indifferent toward Gorilla, he's deathly afraid of Leopard. Because he can only pick a single candidate, he gives his one vote to Gorilla in hopes of preventing Leopard from becoming king. This is strategic voting, and it's a necessity under first past the post.